Bonsoir Jules. Pour vous qui êtes au Cameroun, comment comprendre ce rejet de Elecam? Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Je dois dire que c'est une décision qui est totalement incompréhensible. D'autant plus que quand on regarde le motif évoqué par Election Cameroun pour justifier ce rejet de la candidature de Maurice Kamto, on est tout simplement ahuri. Le motif officiel, c'est pluralité d'investiture. Dans un premier temps, il faut relever que sur un point de vue purement légal, cela relève un peu de la fabulation, parce que les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun sont connues. Et le rôle du Conseil électoral de l'ECAM, c'est de vérifier que tous les candidats qui aspirent à la candidature respectent ces règles-là. Et l'ECAM n'a pas vocation à juger les problèmes qui se passent à l'intérieur des partis politiques. En d'autres termes, si plusieurs candidats émanent d'un parti politique, l'ECAM ne peut pas se réfugier derrière ce prétexte-là pour rejeter toutes les candidatures. Ce serait totalement absurde. Parce que dans le cas d'espèce, cela voudrait dire que n'importe quel individu peut se lever au quartier et décider d'aller déposer une candidature à l'ECAM au nom d'un quelconque parti politique. Et que sur cette base-là, on rejetterait tous les dossiers de candidature déposés par ce parti politique. Vous conviendrez avec moi que cela ne fait pas sens, véritablement. Pour revenir au cas qui nous intéresse, notamment au niveau du rejet de la candidature de Maurice Kamto, on aurait pu s'attendre, si ce motif était pertinent, que plusieurs autres candidatures soient recalées, notamment celle du président sortant Paul Biya. Je ne vous trahis pas un secret en vous disant qu'il y a un autre dossier qui a été déposé au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui est le parti au pouvoir et donc le parti de Paul Biya. Alors pourquoi on aurait rejeté la candidature de Maurice Kamto pour pluralité d'investiture et pas celle de Paul Biya pour les mêmes raisons? D'autant plus qu'il y a même une nuance qu'il faut préciser ici. Dans le cas du Manidem, qui est le parti qui a investi Maurice Kamto, il faut noter que celui qui a déposé ce deuxième dossier n'est même plus membre du Manidem, il a été exclu par ce parti. Et que le président qui a investi Maurice Kamto, M. Anissé Ekane, est bien celui qui est reconnu par l'administration camerounaise depuis plusieurs années. D'ailleurs, pour l'élection législative et municipale de 2020, c'est lui qui avait signé l'investiture du candidat du Manidem qui a finalement été élu. Alors, comment a-t-il pu être à mesure de signer une investiture validée par EDECAM en 2020 et en 2025, EDECAM vient parler de pluralité d'investiture. Il faut noter aussi qu'EDECAM travaille avec des partis politiques et à chaque fois qu'il a fallu faire appel au Manidem, EDECAM a fait appel à Anissé Ekane. Donc je pense que tout cela nous démontre qu'il y a de la mauvaise foi, il y a de la manipulation, il y a de l'instrumentalisation, avec pour seul objectif d'éliminer l'opposant le plus redoutable face au système en place. Et si on reste sur cette logique, la candidature du RDPC aurait dû être rejetée si cet argument était juridiquement défendable. Parce que M. Léon Taylor Onana, lui, contrairement à M. Yebga, est militant du RDPC et élu de ce parti. Donc c'est un militant qui conteste la qualité d'investiture accordée par le parti au candidat Paul Biya. Et nous savons qu'il a eu à saisir les juridictions dont on aurait pu bien, si EDECAM était dans une logique objective, s'attendre que sur cette base, EDECAM décide de rejeter toutes les candidatures dont les investitures pourraient porter à équivoque au sein des formations politiques. Parce qu'à côté de ça, vous avez d'autres partis comme Univers où on a eu 2 dossiers de candidature. On a eu du PC qui n'a pas été retenu, mais il y avait 3 dossiers de candidature. Donc vous voyez très bien qu'on est là dans du 2 poids 2 mesures avec pour seul objectif d'éliminer un adversaire. Et pour cette élection présidentielle, Maurice Kamto a décidé de porter sa candidature sous la bannière d'un autre parti politique, notamment le Manidem. Pourquoi a-t-il fait le choix de se faire investir par un autre parti politique ? Il faut relever que le choix de Maurice Kamto de se faire investir par un autre parti politique, à savoir le Manidem, pour être candidat à l'élection présidentielle, relève, à notre sens, de sa volonté d'éviter tous les pièges à lui tendus par le régime en place. Les faits démontrent que depuis plusieurs années,
tout est mis en œuvre pour l'empêcher d'être candidat à cette élection présidentielle de 2025. J'entends des gens dire que c'est de la faute du MRC pour avoir boycotté les élections législatives et municipales de 2020. J'aimerais rappeler ici que le boycott fait partie des armes politiques que les hommes politiques peuvent utiliser à un moment T pour justement éviter un certain nombre de pièges. Et le MRC n'est pas le premier parti politique au Cameroun ou au monde à boycotter des élections. L'UPC a eu à boycotter les élections dans ce pays. On se rappelle très bien qu'en 1992, le SDF de Ni John Frunzi, qui était alors le parti politique le plus populaire de l'opposition, avait boycotté les élections législatives et municipales de 92 avant de participer à la présidentielle de la même année. Donc on ne peut pas aujourd'hui avoir cela comme argument. Et de deux, quand on regarde la loi électorale, ce qui est prévu pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est d'avoir un parti qui dispose des élus, pas un parti qui a participé à la dernière élection législative et municipale. C'est pas la même chose. La loi vous demande d'avoir des élus, la loi ne vous dit pas comment vous faites pour avoir ces élus. Donc on sait très bien que avec les élus qui ont rejoint le MRC avait largement la possibilité et légalement la possibilité de présenter un candidat. Mais je pense que Maurice Kamto est conscient du fait que le Cameroun n'est pas un état de droit et que dès que vous donnez l'opportunité au juge d'interpréter, il peut l'interpréter de manière totalement contraire à la loi. Je pense qu'il n'a pas voulu donner ce cadeau au régime et c'est pour cela qu'il a essayé de choisir la voie la moins contestable possible en allant justement se faire investir par un autre parti politique qui, lui, a participé à ces élections législatives et municipales et qui avait en l'occurrence un élu. Donc je pense que c'était un choix assumé pour éviter, comme je l'ai dit, je me redis, les pièges qui lui étaient tendus. Après le rejet de sa candidature par Elecam, Maurice Kamto a décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Que peut-on attendre de cette juridiction que l'on sait presque acquis au pouvoir en place? Il y a une présomption de subjectivité légitime qui pèse sur le Conseil constitutionnel camerounais. Au moins depuis 2018, où on a vu en Mondovision que malgré toutes les preuves de fraude apportées par notamment le candidat du MRC à l'époque, Maurice Kamto, le Conseil n'a eu pour seule phrase ou pour seul mot irrecevable. On a vu encore récemment que quand ce Conseil a été sollicité pour se prononcer sur la question de la publication de la liste nationale électorale, le Conseil, comme par enchantement, s'est déclaré incompétent, ce qui est tout simplement ahurissant et je dirais même amusant si on ne parlait pas des choses sérieuses. Quand le juge électoral se déclare incompétent en matière électorale, on est tout simplement à même de se demander mais vers qui va-t-on se tourner? Mais pour ce cas précis, je pense que on est dans une situation où on peut avoir du 80-20. 80 où le Conseil, qui fonctionne généralement comme une tour de Pise, pourrait recourir à la vieille méthode qu'elle a toujours utilisée et faire du conspiratisme en essayant effectivement de fuir la réalité pour éviter de dire le droit. Mais aussi, il y a un 20% qui fait en sorte qu'on pense que pour une fois, ce Conseil pourrait se montrer à la hauteur de l'événement. Tellement les faits sont là et sont graves et sont têtus. Il est démontré aujourd'hui que celui qui est venu déposer nuitamment sa candidature le jour de la fermeture de l'accueil des candidatures par Elecam est quelqu'un qui a été sorti comme ça dans un chapeau, qui n'est pas militant du Manidem, qui n'a donc pas qualité. C'est pour ça que quand on a même parlé de pluralité d'investiture, j'ai envie de dire, mais qui a vu l'investiture de Dieudonné Yebga? Par qui a-t-il été investi? Est-ce qu'il s'est auto-investi? Est-ce qu'il avait la qualité? Donc je pense qu'il y a tellement d'éléments qui font en sorte que le Conseil constitutionnel va être obligé à un moment donné de dire le droit. Vous avez suivi comme moi toutes les manipulations qui ont émaillé cette seconde candidature, le site du ministère de l'administration territoriale qui a été tripatouillé à un moment donné. Vous avez entendu tout ce qui circule aujourd'hui
comme Voice, comme Audio, où le sieur Yebga reconnaît qu'il ne sait même pas exactement qui a payé sa caution de 30 millions et que lui, il est dans une dynamique de vengeance vis-à-vis du président actuel du Manidem. D'ailleurs, il est un peu perdu dans ses dires. Vous avez suivi un autre audio d'une militante du Manidem qui dit avoir été contactée, avoir été approchée pour être corrompue, elle et le président du Manidem, Agnès Ekane, pour rejeter l'investiture de Maurice Kamto. Et ce qui est grave, c'est qu'elle dit qu'elle aurait été approchée par un intermédiaire qui dit avoir été envoyé par les plus hautes autorités de l'État, notamment le secrétaire général de la présidence de la République. Ce qu'on peut trouver curieux, c'est que tout cela n'est pas conduit à une enquête, parce qu'on est quand même en train de parler là des faits extrêmement graves. Donc, je pense que ces 20% raisonnables font en sorte que le Conseil constitutionnel aujourd'hui, s'il veut garder une once de crédibilité, s'il ne veut pas que l'État camerounais soit définitivement traîné dans la boue, ils vont être obligés de dire le droit, parce que j'ai envie de dire, les faits sont là. Le cas d'injustice est tellement patent que, à mon sens, ceux qui pensent que ce sera comme souvent risquent d'être surpris par la décision du Conseil constitutionnel. Et si finalement Maurice Kamto n'est pas réhabilité par le Conseil constitutionnel, quelle pourrait être son attitude? Devrait-il s'associer avec les autres candidats pour former une coalition de l'opposition en vue de l'alternance en 2025? Très sincèrement, je pense que cette question, il faudra la poser à Maurice Kamto. Je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour y apporter une réponse complète et concrète. Moi, en tant qu'observateur, ce que je remarque, c'est qu'on s'est empressé. Je pense que c'est un peu prématuré de poser le problème en ces termes. Déjà parce qu'on attend ce que va donner le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. C'est pour cela que je n'ai pas compris l'empressement de certains partis de l'opposition dont les candidats ont été validés à appeler à une coalition ou encore à demander à Maurice Kamto de se mettre derrière qui que ce soit. J'ai trouvé ça extrêmement mal placé et surtout politiquement incorrect. La démarche qui aurait été cohérente et logique, ce serait que ces candidats validés dénonce l'injustice qu'a subi le candidat du Manidem, en l'occurrence Maurice Kamto. On se serait attendu si les 12 autres candidats dits de l'opposition dont les candidatures ont été validées étaient dans une démarche réelle de rechercher un nouveau Cameroun, ils se seraient mis ensemble pour dénoncer cette forfaiture, parce que s'ils ne la dénoncent pas, ils en seront les victimes demain. Je ne trahis pas un secret non plus si je dis que parmi ces candidats, on sait qu'il y en a qui sont très proches du régime en place. Donc on aurait pu imaginer qu'au moins ceux qui sont considérés comme des candidats sérieux, crédibles et des véritables opposants parmi ces 12-là puissent lever la voix. Mais à quoi a-t-on eu droit? On a eu le ministre Tiroma, ou l'ancien ministre Tiroma, qui a été pratiquement l'un des premiers candidats dont la candidature a été validée, à faire un communiqué pour dénoncer cette forfaiture. C'est quand même surprenant que ce soit lui qui le fasse en premier, alors qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition depuis, qui ont travaillé avec le professeur Maurice Kamto, avec le MRC qui était son parti d'alors, pour exiger un code électoral consensuel. Que ce soit Tiroma qui prenne un peu le lead dans cette dénonciation, je trouve ça un peu curieux. Et il a été suivi par Madame Damdjoya, mais tout ça reste suffisamment timide à mon goût, parce que j'imagine que ceux qui sont parmi ces 12 et qui ont la réputation d'être des opposants s'étaient mis ensemble, je pense qu'on n'aurait pas la même situation. Ce qu'il faut relever aussi, c'est que on a vu Maurice Kamto travailler avec d'autres leaders de l'opposition dont les candidatures sont validées pour exiger un nouveau code électoral, mais je n'ai pas très bien compris à quel moment le MRC s'est retrouvé seul devant le Conseil constitutionnel pour exiger la publication de la liste électorale nationale. Où étaient ces autres partis-là? À quel
quel moment ils ont pensé que ce combat était gagné ou bien n'était plus nécessaire. Donc c'est autant de choses qui interrogent. Et je terminerai par là. J'ai suffisamment fait le tour des élections en Afrique pour connaître un peu le microcosme politique africain. Je vois les gens faire la comparaison avec ce qui s'est passé au Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure au Cameroun. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko combattaient ensemble et ont combattu le régime en place jusqu'à la dernière énergie ensemble. Il ne vous a pas échappé que Bassirou Diomaye Faye était en prison avec Sonko, réellement. Donc là, on était dans un cas de figure où justement, on pouvait comprendre que Sonko, étant perçu comme une menace, ayant été écarté de manière injuste par le régime en place, il puisse justement soutenir son acolyte de lutte qu'est Bassirou, qu'est Bassirou Diomaye Faye. Mais au Cameroun, on n'est pas du tout dans cette même configuration. On a plutôt le sentiment que certains opposants, et ils ne l'ont pas véritablement caché, se réjouissaient ou caressaient en secret le rêve que l'un des leurs, en l'occurrence Maurice Kamto, soit écarté. Donc je pense que la politique est quelque chose d'essentiellement dynamique. On ne peut pas aujourd'hui prédire ce qui va se passer demain, mais je tenais quand même à apporter cette précision-là pour qu'on comprenne le contexte dans lequel on est, et on attend bien entendu ce que donnera le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. L'on sait ce que les exclusions politiques ont coûté à d'autres pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, justement. Lorsque vous regardez la situation actuelle, avez-vous peur pour l'avenir du Cameroun? Pour vous dire la vérité, j'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai suffisamment couvert des élections en Afrique pour savoir quand les choses s'annoncent très mal. Voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, on est en train de réunir tous les ingrédients d'une crise préélectorale, électorale et même post-électorale. Vous ne pouvez pas vous expliquer que pour la publication des candidats retenus à une élection présidentielle, les deux principales villes du pays soient entièrement militarisées. On se croirait en état de siège. Si tout ce qui se passait à Elekam était logique, était légal, était légitime, pourquoi le gouvernement actuel avait besoin de militariser la ville? Pourquoi le ministre de l'administration territoriale a besoin d'intimider les Camerounais, de faire peur aux gens? Donc je pense que tout ça, c'est un climat qui ne me rassure pas et qui me pousse à avoir très peur. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun, comment on peut, dans un État, utiliser des méthodes de voyous pour éliminer un candidat, je trouve ça très inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est de voir la réaction de certains intellectuels faussaires qui cautionnent ce genre d'agissement. Je pense que nous avons, comme j'aime souvent le dire, un grand pays. Et ce grand pays attend de nous de la grandeur. Et la grandeur, c'est quelque chose qui commande à être du côté de la loi, du côté de la justice et de combattre toute forme d'injustice. Or, au Cameroun, visiblement, comme je l'ai dit dans l'une de mes chroniques, nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Et comme le disait fort à propos le philosophe de regrettée mémoire Fabien Ebousi-Boulaga, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. La plupart des Camerounais connaissent la vérité aujourd'hui. Tous ceux que vous voyez sur les plateaux de télévision dire des choses auxquelles ils ne croient pas savent très bien que le rejet de la candidature de Maurice Kamto est une injustice et ne repose sur aucun fait, du moins juridique. Mais ils font semblant de ne pas le savoir et je pense que tout cela amène à être très inquiet. Comme vous l'avez relevé dans vos questions, on sait ce que l'exclusion a créé comme problème dans plusieurs pays en Afrique. Donc, nous autres au Cameroun, nous avons la chance de pouvoir encore éviter cela. Et je l'ai dit, et je continue à le redire, vaut mieux dialoguer pour éviter le pire que de dialoguer pour en sortir. Merci beaucoup Jules Domché pour cette lecture.